Dionysos était une femme, le premier podcast dédié aux femmes leaders dans l'univers du vin. Ensemble, découvrons le parcours exceptionnel d'une femme inspirante, d'une femme puissante en toute authenticité. Bienvenue. Si Dionysos était une femme, c'est le podcast qui donne la parole aux femmes qui font bouger les lignes dans l'univers du vin, celles qui osent, innovent, transmettent et inspirent. Aujourd'hui, je reçois une femme au parcours singulier et à l'énergie débordante. Elle se définit comme consultante en valorisation de l'offre du terroir, formatrice au sein d'Atout Terroir et responsable pédagogique de l'Institut régional de la sommellerie Sud de France. Mais elle est aussi chef d'entreprise, référente qualité, handicap, entreprise et bien sûr grande amoureuse du vin et du vivant. Laetitia Mathieu, c'est une passionnée qui a failli créer une marque de lingerie inclusive en Chine avant de croiser la route de vignerons et vigneronnes qui lui ont donné le goût du terroir et cette envie viscérale de faire pétiller les regards autour d'elle. Elle est aussi secrétaire générale de l'Union de la sommellerie française pour le Languedoc-Roussillon et la vallée du Rhône Sud, militante du quotidien contre le sexisme et les plafonds de verre et matcha addict. Avec elle, on va parler transmission, handicap invisible, leadership féminin et bien sûr de cette part de folie qui pousse à rêver grand et à transformer ses rêves en réalité. Bienvenue dans cet épisode inspirant avec Laetitia Mathieu. Bonjour Laetitia. Okay, bonjour. Alors pour commencer le podcast, si Dionysos était une femme, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Mais Dionysos, c'est une femme ? Qui a dit que c'était un homme ? Allez, on a la réponse. Merveilleux. Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors en quelques mots, je vais essayer de la faire courte pour le coup. Ça fait un peu des frissons dans le dos d'entendre ce que tu disais sur moi pour me présenter à rallonge, justement. Écoute, tout simplement, moi je suis une amoureuse en fait des hommes et des femmes qui travaillent le vin et j'essaye par mon métier de consultante, par mon métier de formatrice, par mon métier de responsable pédagogique, justement de transmettre cette passion et ces étoiles, ce que tu disais, ce qui est pétillant, voilà, que j'avais dans les yeux quand j'ai rencontré mes premiers producteurs. Cette rage au ventre, voilà, j'essaie de la transmettre un petit peu partout. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, justement, je l'ai dit dans l'introduction, tu vas en Chine pour de la lingerie, puis tu reviens quasiment avec du vin. Donc, Oui. Bah, j'ai toujours rêvé de vivre à l'étranger, d'avoir une carrière un petit peu internationale. Je pensais pas le mot carrière, mais surtout voyager, quoi, en fait. Donc, à 16 ans et demi, j'ai posé un dossier d'une plus de 100 pages, 108 exactement, à mes parents en disant voilà, l'année prochaine, je vais passer mon bac en Irlande. Donc voilà comment trouver une famille d'accueil, voilà les inscriptions pour le lycée français, etc. Bon, bref, c'est comme ça que je suis partie. Donc j'ai fait un bac éco là-bas et ensuite je suis rentrée sur Subdeco. Et évidemment, j'avais déjà l'âme un petit peu d'un entrepreneur et je voulais créer une marque de lingerie féminine. D'ailleurs, je me suis fait virer de cours plusieurs fois parce que je dessinais en cours mes modèles. vachement inspirant. Y a des profs qui aimaient bien, il y en a d'autres qui ont dit mais c'est un petit peu obscène. Mais c'est pas obscène, c'est de la lingerie féminine. Ça n'a rien d'obscène, c'est très beau, au contraire. La femme est très belle et la lingerie est là pour la sublimer. Et donc, je voulais créer effectivement une marque de lingerie inclusive pour les femmes qui ont des gros bonnets, c'est-à-dire au-dessus de eux. Il y en a de plus en plus, notamment avec les prises des pilules, etc. Et je faisais partie de ces cas-là. Et c'est très difficile de trouver de la lingerie de gros bonnets qui soit jolie, qui soit sexy, qui soit pas soit des trucs d'allaitement, soit des trucs de grand-mère. Voilà. Tout en coton. C'est ça. Donc, voilà, j'ai eu quelques crises de pleurs dans les boîtes de lingerie. Donc, c'est pour ça. J'étais partie en Chine, du coup, pour créer cette marque-là. Et puis là, j'avais 20 ans. On m'a proposé, chez Wineo Sélection Sud, un poste de directrice commerciale zone Asie pour un importateur de vin du Languedoc-Roussillon en Chine. Attends, là tu vas trop vite. C'est-à-dire, tu es en Chine, tu rencontres l'équipe de Wineo Oui, je suis en Chine et donc je suis là en train de chercher un petit peu des producteurs. Je suis aussi à l'université en train d'apprendre le chinois et je suis sur un cours qui s'appelle « Why is dictatorship good for you ?» Super. Voilà, autant dire que, bon, c'était assez folklorique. Et puis, quand même, je cherchais un job à côté pour pouvoir subvenir à mes besoins, quoi. Et c'est là que j'ai trouvé ce job-là. D'accord. Et ça a été une petite révélation ?
ou pas? Ça a été d'abord une compétition parce qu'on était deux à se battre pour le poste. Elle parlait chinois, moi pas encore. J'apprenais. On n'y connaissait rien au vin l'une comme l'autre. Enfin, je buvais du vin. Je suis quand même roussillonnaise. Je suis née dans les vins doux naturels. Hein. Mais pas de là en faire mon métier non plus, ni avoir une grosse connaissance. Et donc, nos patrons ont eu la brillante idée de nous amener toutes les deux sur un repas d'affaires avec des Chinois, sur lesquels il y a beaucoup quand même de gambei, c'est-à-dire de cul sec. Hein, et il faut tenir. Et puis, moi, j'ai ramené tout le monde. Félicitations. Oui, bon, j'en suis pas super fière non plus, mais disons que j'ai su à ce moment-là soit dire stop quand il fallait, soit continuer pour pas vexer le client non plus. Et ça a fait que effectivement, j'ai commencé sur ce job-là. Et là, c'est une fois que j'avais ce job-là que j'ai rencontré les producteurs. Parce que je dis, moi, j'y connais rien. Et moi, je veux savoir le vin et comment les producteurs, eux, ils ont envie d'en parler. Voilà. Et c'est là. Et c'est là. Donc, tu es resté quelques années sur un an chez Wyneo. Et ensuite, donc, tu es revenu. Non. Là, tu es resté au Chili. Le Chili, après la Chine. J'ai fait de l'autre côté. Voilà, donc, après l'Irlande, l'Angleterre, après, j'ai fait donc la Chine et ensuite le Chili. Et le Chili, c'était pour les producteurs ? Et le Chili, j'y suis partie pour le vin, oui, clairement. Parce que j'avais rencontré les producteurs en Chine, je m'étais régalée et je voulais poursuivre dans cette voie-là. Mais je voulais voir complètement autre chose. Voilà. Donc, je suis partie au Chili. Et enfin, tu reviens en France. Ah, enfin, je suis revenue en France, oui. Ok. Et là ? Et là, j'ai fait un Master 2 spécialisé en marketing, commerce international du vin, spé sommellerie, donc qui était à la fac de Montpellier. Et j'ai bossé, j'avais déjà bossé un petit peu dans le monde du vin, sur les vendanges, des choses comme ça, mais là, j'ai commencé à bosser comme directrice œnotourisme et export pour un vigneron du Languedoc. Et voilà, je me régalais, je démarrais ma carrière jusqu'à un accident de travail. Ok. Voilà. Tu peux en parler ? Bien sûr que je peux en parler. J'avais pas des super conditions de travail, comme ça arrive beaucoup pour les jeunes qui démarrent. Et j'ai fini par avoir donc 2 hernies discales. J'avais 23 ans. Je me suis retrouvée en fauteuil roulant, où on m'a dit, ça me met encore la chair de poule, le médecin m'a dit, mais madame, vous êtes foutue. Vous ne travaillerez plus jamais, vous n'aurez pas d'enfants. Il est temps de penser... À 23 ans ? Oui, à quel centre de rééducation vous voulez pour finir votre vie ? Ce à quoi j'ai dit non, et il est hors de question. Moi, j'ai grandi avec un grand-père qui dirigeait un centre de rééducation. J'ai vécu toute mon enfance avec des personnes qui étaient en situation de handicap, et je ne dis pas des handicapés, parce que c'est juste les situations de la vie qui font que ça handicape. Et on peut faire des grandes choses. Et moi, j'ai toujours vu mon grand-père faire du karaté, du bateau, du foot, du machin, avec des gens qui étaient en fauteuil ou pas en fauteuil, qui avaient des handicaps visibles ou pas visibles. Et on peut faire des grandes choses. Donc là, je me suis mis dans monter des projets, notamment à Tout Terroir. D'accord. Voilà. Donc à Tout Terroir, c'est ton entreprise. Oui. Ok. C'est mon entreprise. C'est un pôle d'expertise 360 degrés au monde du vin et de la gastronomie. Et donc, il y a le vin, évidemment, mais il y a aussi les produits de terroir. Et il y a aussi les bières, les spiritueux, etc. Donc, en fait, tu peux développer un peu plus ce que tu fais avec... justement, tes clients sont pas seulement que des producteurs, c'est ça ? Non, mes clients ne sont pas seulement des producteurs ou des caves coopératives. C'est aussi des institutions publiques. C'est aussi des restaurateurs. C'est aussi des gens en reconversion d'emploi. C'est aussi des cavistes. C'est aussi des importateurs. Voilà, c'est très, très large. En gros, on a 3 activités. La première qui est une activité de consulting et de prestation de services, où on accompagne sur tout ce qui est valorisation de l'offre, donc la valorisation de l'offre des producteurs, mais aussi auprès des restaurateurs ou des cavistes quand ils veulent monter une cave ou une nouvelle carte des vins, etc. Donc, on a tout un service là-dessus. J'ai une partie formation professionnelle. Donc là, on accompagne les gens à apprendre à créer un projet touristique, à créer un site internet, à gérer ses réseaux sociaux, etc. Donc, c'est très large. Et puis, la dernière partie, c'est la partie animation, où là, on fait des casinos du vin, des ateliers de mixologie, etc. On travaille pour des entreprises comme Google, Royal Canin, EDF, voilà, qui font des séminaires. Des séminaires, donc est-ce que ça fait partie des team building ou pas forcément ?
Ah oui, complètement. On est clairement dans le team building et c'est génial parce que quand ils ont fait une journée entière de séminaire, au casino, c'est all-in. Alors donc, À Tout Terroir, depuis 2016, donc ça va faire 10 ans l'année prochaine. C'est ça. Félicitations. Merci. Et tu travailles seule ou tu as On une est équipe 13 maintenant. On est 13. Il y a mon bras droit, Jocelyn. Et puis, j'ai mon binôme en œnotourisme, Hélène. J'ai une personne, une sommelière, Sabrina, qui est sur les réseaux sociaux aussi. Il y a Olivier, il y a Georges, il y a Baptiste, il y a... je m'y perds. On a maintenant 2 nouvelles personnes, Sylvie et Sarah. On est 13. Voilà. Donc 13, et ce sont des salariés ou tous des indépendants? Non, on a choisi d'avoir un fonctionnement où tout le monde est indépendant parce que ça permet à chacun d'avoir la liberté aussi de pouvoir faire parfois d'autres choses à côté. D'accord. Et donc, ton activité principale, c'est À Tout Terroir. Oui. Mais comme tu t'ennuies un peu avec À Tout Terroir, tu as aussi décidé de t'impliquer dans l'Institut de la sommellerie. Oui. Alors en fait, l'Institut régional de sommellerie, c'est un appel d'offres publiques auquel la société de consulting À Tout Terroir a répondu en 2016-17, la première fois sur une première étude. Et en fait, depuis, ça dure, puisque d'appel d'offres en appel d'offres, on m'a dit, est-ce que tu peux répondre encore une fois? Est-ce que ça t'intéresserait pas d'aussi travailler comme responsable pédagogique? Voilà, donc on continue. Et d'appel d'offres en appel d'offres, je suis toujours là. Alors, est-ce que tu peux expliquer justement ce qu'est l'Institut régional de la sommellerie, s'il te plaît? Oui, l'Institut régional de sommellerie, donc c'est un pôle d'excellence au métier du vin qui a été créé dans les PO. Il est porté par la communauté de communes des Aspres. Oui. Voilà, Pyrénées-Orientales. Oui, pardon, Pyrénées-Orientales, dans le Roussillon, mon Roussillon natal. Tu es originaire des Pyrénées-Orientales? Je suis originelle des Pyrénées-Orientales. Voilà pourquoi ce projet, il me prend au fond des tripes. Mmh. Alors, vas-y, développe un peu Donc, plus, du coup, voilà, c'est un pôle de formation. Il y a de la formation longue avec la création d'un tout nouveau bachelor en Wine Business Management, Spélux Gastronomie et Œnotourisme. Là, c'est à destination donc de personnes qui sont en reconversion d'emploi. Moyenne d'âge dans ma classe, 46 ans. Voilà. Ils ont entre 34 et 58 pour le plus âgé de cette promotion-là. On est déjà sur la 2e promotion. Il y a évidemment de la sommellerie en partenariat avec le lycée Christian Bourquin. Et puis, il y a évidemment plein de formations courtes. Donc, c'est tous les petits modules du bachelor qui sont disponibles pour les vignerons, pour les cave-cop, pour les restaurateurs, s'ils ont envie d'apprendre à faire tel ou tel point. Quelle est la valeur ajoutée, en fait, pour un vigneron ou une cave coopérative de suivre ces modules? C'est plus au niveau de la représentation lorsqu'ils reçoivent des clients, des consommateurs finaux, ou plus pour des clients B2B? C'est pour les deux. Ça dépend le module qu'ils choisissent. S'ils choisissent évidemment le module stratégie de commercialisation export, ils vont venir apprendre à construire, gérer, évaluer leur stratégie de commercialisation à l'export. Donc évidemment, là, c'est du B2B. Mais ils peuvent venir aussi sur animer une dégustation à un groupe de novices au caveau. Voilà, donc il y a vraiment plein de modules différents. Alors, concernant les contenus de formation, est-ce que vous ciblez uniquement la connaissance sur les vins de la région ou tous les vins français ou les vins du monde? Alors évidemment, on favorise un petit peu les vins de la région, et notamment du Roussillon et aussi des Aspres, le berceau dans lequel on a cet institut. Mais la pédagogie, c'est vraiment pour dire qu'on fait des belles choses chez nous, il faut les mettre à côté des autres. Et en plus, quand on fait de la sommellerie, on doit être capable de connaître tout. Donc on a des formations au vin du monde entier chez nous. D'accord. Vous faites aussi des formations avec les verres dédiés à des vins spécifiques. Bon, je vais citer une marque comme Riedel. Ouais, elles sont impressionnantes ces masterclass. Moi, je me suis régalée sur des masterclass Riedel avec de l'eau. Non, c'est génial. Alors, on introduit la partie verrerie, évidemment, dans nos formations, mais il y a des masterclass qui seront accessibles au public et qui sont en cours, évidemment, sur cette partie verrerie uniquement. D'accord, ça m'intéressera. Bienvenue. Merci. Alors donc, tu es responsable pédagogique, on l'a compris, ça c'était sur un appel d'offres, mais néanmoins, tu as reçu le titre de maître sommelière, une reconnaissance assez rare et prestigieuse, et pourtant, tu as dû affronter des commentaires sexistes et violents.
Alors, comment as-tu trouvé la force de tenir bon face à cette violence un peu symbolique et parfois, malheureusement, bien réelle et ces plafonds de verre, quoi? Bah, je te cache pas que ça touche, hein, c'est dur et parfois venant de gens proches, en fait, hein, mais on s'aperçoit que la jalousie fait que les gens peuvent devenir parfois méchants. Donc, le type de commentaire dont tu parles, c'est envoyer des messages à mon président régional pour savoir avec qui j'avais couché pour avoir le titre. D'accord. Oui, c'est écrit, hein, noir sur blanc. Donc, enfin, voilà, il y a des choses qui sont dures ou des commentaires sur Facebook de « Ah, bah moi, j'aurai le titre le jour où je mettrai des barésies », des choses comme ça. Comment je m'en sors? Parce que je sais très bien que j'ai pas fait ça. Je sais très bien que le président de la sommellerie française qui m'a décerné ce titre, Fabrice Sommier, a estimé que je méritais ce titre. Donc, qui je suis moi ou qui ils sont eux pour estimer le contraire? Alors, ça veut dire que le sexisme est encore hyper présent dans la filière du vin. Est-ce que toi, tu as des échos aussi d'autres femmes ou c'est parce que c'est un titre vraiment honorifique jusqu'à présent, tellement masculin? Je pense qu'il y a un peu des deux, un peu dans le sens sexiste, parce que c'est facile en fait de dire. Ça aurait été un homme, on lui aurait dit mais comment t'as fait? On lui aurait pas dit avec qui t'as couché. Voilà. Mais je pense qu'aussi c'est un titre qui est prestigieux et qui aimerait avoir beaucoup de sommeliers et qui se mérite. Et donc, effectivement, ça peut susciter des jalousies. Ça, de toute façon, qu'on soit un homme ou une femme, ça en suscite toujours. Bon, alors, le bon côté des choses, maître sommelière, est-ce que tu peux expliquer comment cet examen se passe? Qu'est-ce que tu dois faire en amont? Combien d'années ça prend? Eh bien, c'est pas du tout comme ça. C'est un titre, en fait, qui est vraiment décerné par le comité éthique et le président de l'Union de la sommellerie française. Alors, pour avoir ce titre, de manière générale, le président de chaque région, donc moi, par exemple, j'accompagne aujourd'hui mon président régional à la constitution aussi des dossiers avec le responsable de la commission éthique, qui est Alain Fanjo chez nous, et le candidat qui est pressenti pour ce titre-là. Donc, c'est un dossier qui est monté, qui est envoyé à la commission éthique nationale, sur lequel le président national aussi donne son avis. Et si effectivement c'est accepté au regard de toutes les preuves qui sont fournies, et je peux vous dire que les dossiers sont sacrément costauds, eh bien à ce moment-là, on reçoit ce titre de maître sommelier. Mais alors, qui peut prétendre à ce titre? Tous les sommeliers qui sont engagés dans l'Union de la sommellerie française. D'accord, donc il faut déjà être engagé Il faut être membre de l'Union de la sommellerie française, évidemment. Voilà. Pour moi, ça s'est passé un petit peu différemment. Puisque dans les statuts, le président de la sommellerie française a le droit de nommer, parce qu'il estime qu'une personne s'est vraiment beaucoup engagée, a beaucoup servi la cause de la sommellerie et de l'Union de la sommellerie française, et ou a eu une carrière exceptionnelle, peut de lui-même décerner ce titre-là. C'est ce qui s'est passé pour moi. D'accord, donc mon président régional n'était pas au courant. D'accord, mais double félicitations. C'est gentil. C'est encore plus beau quand c'est oui, je trouve que c'est très courageux aussi de la part d'un président national de faire ce genre de choses, c'est clair. Alors moi, j'aimerais bien que tu expliques, parce qu'on a des auditeurs et des auditrices qui ne sont pas forcément de la filière du vin, mais qui s'intéressent. C'est quoi la sommellerie et à quoi sert un sommelier? Et aujourd'hui, comment défendre ce métier? Un sommelier, c'est un passeur de messages entre le producteur et le client final. C'est lui qui va venir raconter l'histoire. C'est lui qui va expliquer ce qu'il y a dans sa bouteille. C'est lui qui va aller dénicher aussi ces petites pépites-là. C'est lui qui va sur le territoire. On en parlait tout à l'heure, toutes les deux, au sein de l'Union de la sommellerie française. On fait des déplacements régulièrement, etc. Ça en fait partie. On va sur le terrain, on va les rencontrer, on va chercher ces petites pépites, on va comprendre comment ils travaillent pour pouvoir le retranscrire derrière. C'est pas uniquement que la connaissance du vin, c'est aussi de l'œnotourisme, c'est aussi de la mixologie, c'est aussi de la connaissance des eaux, des spiritueux, des thés, des matchas. Les 12 litres par jour. Voilà, les 12 litres par jour. Non, mais c'est vraiment une connaissance très large de tout ce qui va être boisson. Le vin a une part prédominante, mais pas que.
D'accord. Et donc, aujourd'hui, parce que la sommellerie, le sommelier, au départ, on lui met une étiquette restaurant, souvent. Oui. Est-ce que pour toi, le métier de sommelier s'arrête à la restauration ? Tu parlais d'onotourisme, évidemment, ça vient aider. Mais est-ce qu'il y a d'autres univers dans le... Enfin, là, on va fixer le vin, bien sûr, puisque c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement. Est-ce qu'il y a d'autres parts de métiers dans lesquelles, justement, la sommellerie a son importance ou devrait peut-être avoir plus d'impact qu'elle n'a aujourd'hui ? Je prends l'exemple, voilà, moi j'ai été dans l'export pendant des années, le commerce international. L'acheteur en face, qu'il soit d'un grand compte ou d'un petit, mais n'est pas forcément sommelier, il est plutôt acheteur. Mmh. D'accord ? Donc il y a l'aspect économique, il va identifier les besoins. Bon, voilà, mais la sommellerie, j'ai rarement vu, ou peut-être même jamais, excusez-moi, peut-être que je me trompe, mais de mes clients, anciens clients acheteurs professionnels, de sommelier en soi. Oui. Alors, premièrement, tu me parles de la partie restauration. Donc, effectivement, quand on passe le diplôme de mention complémentaire sommellerie ou de BP sommelier, c'est pour travailler. Il y a une grosse partie, d'ailleurs, de la formation qui est dédiée au service du vin et des boissons en général, de toute façon, dans la restauration. Maintenant, il est vrai que les sommeliers, il y en a qui font toute leur carrière dans la restauration et il y en a qui ensuite évoluent, deviennent cavistes ou deviennent agents ou deviennent importateurs ou deviennent... Voilà. Donc, un sommelier peut évoluer de métier. Après, je comprends ce que tu dis quand tu dis il manquait ça chez mes acheteurs, etc. Mais c'est... Il aurait pu manquer. Enfin, je veux dire, c'est vrai que j'ai souvent vu l'étiquette d'acheteur, mais pas forcément de. Genre, il y avait peut-être sûrement ou même des anciens œnologues ou des gens comme ça, mais il n'y avait pas forcément. Il n'y avait pas de sommelier. De sommelier. Pourquoi on manque cruellement de sommeliers en France, en fait, tout simplement ? Je pense que c'est peut-être là la réponse à ta question. On manque cruellement de sommeliers en France. Il y a du boulot partout. J'ai plein d'amis sommeliers qui m'appellent et qui me disent on a un 3 Mac, on a Michelin. On a 2 étoiles, on a 1 étoile, on a du mal à recruter, on a du mal à recruter. Voilà. Donc, il faut qu'on forme de plus en plus de sommeliers. Il faut qu'on redonne envie aussi à ce métier. C'est un métier passion, c'est un métier passionnant qui est affilié évidemment à des horaires de restauration, mais il n'y a pas de métier facile de toute façon. Il n'y a pas de métier dans lequel il y a 0 contrainte. Mmh. On est d'accord. Là, c'est l'aspect restauration, mais effectivement, aujourd'hui... après, quand je parlais des acheteurs, mais les grandes enseignes, bien sûr. Les acheteurs ne sont pas forcément déjà formés tous au vin, initialement. Oui. Il y en a quand même qui s'y intéressent vraiment. J'en ai rencontré quelques-uns qui étaient vraiment des passionnés, des adeptes, et qui ont fait vraiment des études, notamment sur la filière vin, mais de façon générale, les enseignes, ils ne goûtent pas le vin. Donc, oui. Tu vois, c'est pour ça qu'on a plus de 250 heures dans le bachelor en wine business management qui est destiné en soi à avoir des gens qui deviennent acheteurs ou qui deviennent vendeurs ou qui deviennent bras droit d'un vigneron, qui gèrent des entreprises, etc. Mais ces 200 et quelques heures sont vraiment dédiées à la connaissance des vins, des terroirs, des spiritueux aussi, de l'art de la mixologie, du service, de la verrerie, des accords mets-vins, etc. Parce que tu as raison, c'est hyper important, évidemment. Ça, c'est de la sommellerie au sens large, et pas sommelier, mais c'est de la sommellerie, oui. Ça, il en faut. Alors, ça fait plusieurs fois que tu parles de mixologie. Quand tu dis mixologie, c'est plutôt cocktail ou alors mixologie à partir de vin ? Alors, on peut faire des cocktails à base de vin, et c'est génial. Et justement, alors la mixologie, c'est l'art du cocktail. Qu'il soit à base de vin ou qu'il soit de spiritueux ou d'autres choses, ou même ce qu'on appelle les mocktails, c'est les sans-alcool. C'est une vraie tendance d'ailleurs dans la sommellerie maintenant, c'est tout ce qui est sans alcool. Pour arriver à avoir des accords mets-vins sans alcool, à faire des cocktails sans alcool qui ne soient pas juste 4 jus fruits assemblés, quoi. Voilà. Il y a un vrai art là-dedans, d'équilibre des saveurs. Quand on travaille avec du vin, c'est génial parce qu'il faut, en plus de l'équilibre, arriver à mettre en avant le vin. Parce que c'est lui le produit star qu'on va mettre dans notre cocktail. Donc, il faut vraiment le valoriser. Il ne faut pas le cacher avec d'autres arômes. Il faut vraiment arriver à le valoriser. Ça, c'est un peu technique. Et donc, c'est aussi une des formations qui est proposée à l'Institut. Exactement. D'accord. Et combien de personnes, combien d'étudiants, ou je ne sais pas comment tu dis, des étudiants, des élèves sont chaque année à
à l'Institut? Chaque promotion de formation longue, on reçoit... Oh, il y a un avion qui passe. Eh oui. Chaque promotion de formation longue, on a 150 à 200 postulants et on en prend 15. Voilà. Et ensuite, pour les formations courtes, on va avoir beaucoup de sessions dans l'année. On peut avoir 10, 15, 20, 30 sessions dans l'année, ça dépend des années. Et là, à chaque fois, on a entre 5 et 10 personnes. D'accord. Voilà. Ok. Merci pour ces précisions. Un autre sujet, dans un monde du vin encore très masculin, où il faut courir plus vite et sauter plus haut pour être légitime, c'est ce que tu dis. Oui. Comment fais-tu pour t'autoriser à rêver grand et à ne rien t'interdire? Comment je fais? C'est pas que je le fais, c'est que je me l'impose. Il faut que je rêve grand, il faut que je vise la lune pour, au pire, atterrir dans les étoiles, c'est clair, mais il faut. Il n'y a que ça qui nous fait avancer. On va parler d'un sujet qui te concerne intimement. Tu vis avec une spondylarthrite ankylosante, un TDAH et un HPI. Alors on sourit comme ça, mais est-ce que tout ça, je pense que tout n'a pas été décelé en même temps, mais ma question va être comment aujourd'hui ces handicaps invisibles ont-ils façonné ton rapport au leadership? Et en quoi sont-ils aussi devenus des leviers de puissance dans ton quotidien professionnel? Parce que quand on te voit, tu es solaire, tu dégages vraiment une énergie incroyable. Et je pense que beaucoup d'auditeurs savent que la spondylarthrite, c'est quand même douloureux. Et puis le TDAH et HPI, bon, on sait que c'est aussi des facteurs. Est-ce que tu peux en parler? Bien sûr. Déjà, je pense que je me suis retrouvée en fauteuil roulant où on m'a dit, un médecin m'a dit, Madame Buron, donc c'est mon nom de jeune fille, voilà, vous êtes foutue, vous travaillerez jamais, vous n'aurez pas d'enfants, il faut commencer à penser à quel centre de rééducation vous voulez pour finir un petit peu votre vie, quoi. J'avais 23 ans. Et je pense que ça m'a tellement choquée que... Et puis j'ai vécu avec des gens qui étaient en situation de handicap. Hein. Mon grand-père avait un centre de rééducation. Je sais qu'on peut faire des grandes choses et que notre vie n'est pas finie. Donc, tant que j'ai pas les deux pieds, excuse-moi l'expression, dans la tombe, que je ne suis pas morte, je peux faire des choses. Mon cerveau fonctionne. Là, mes mains fonctionnent. Si demain, mes mains ne fonctionnent plus, c'est pas grave, je ferai autre chose. Mais je fonctionne encore. Donc, il faut y aller. En quoi c'est des leviers de leadership? Moi, je pense que je vais du coup épuiser de la force. De la force. Et puis, on va pas se le cacher, c'est un peu une drogue antidouleur, le travail. Voilà, tu as dit. Oui, voilà, c'est une drogue antidouleur. Plus je vais me plonger dedans, en plus avec un TDAH, je suis capable évidemment de m'y plonger de manière démesurée. Oui. Plus je vais me plonger dedans et moins je vais ressentir la douleur. Donc, Et ton TDAH, tu l'as décelé il y a longtemps? Je ne l'ai pas décelé il y a longtemps. En fait, je faisais des tests pour ma fille. Et puis, elle m'a dit, je crois que la maman, là, va falloir qu'on se voit. Effectivement, parce que ça me posait beaucoup de problèmes dans ma gestion. Parce que TDAH, c'est trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc, l'hyperactivité, c'est bien. La pensée en arborescence, c'est bien. Avoir plein d'idées et tout le temps bouger, rêver grand. Ça fuse. Bien. Mais c'est épuisant. C'était associé aussi avec une dyscalculie. Donc, en fait, c'est pas que j'ai du mal à calculer mes comptes de résultats, mais c'est juste que j'ai du mal à évoluer mon temps ou évaluer voilà ce que les choses représentent. 1 heure de mon temps de travail, qu'est-ce que ça peut représenter de manière monétaire? Donc, en fait, sur ma gestion d'équipe et sur ma gestion à moi, c'était compliqué. Avec le TDAH, on se sent souvent submergé aussi. On se dit j'ai eu le temps de rien faire, etc. Bon, après j'ai compris. En étant diagnostiquée, j'ai appris surtout des outils. Oui, c'est ça. Tu avais mis en place des outils dans ton quotidien. C'est une orthophoniste qui m'a accompagnée qui m'a dit voilà, moi je vais vous accompagner en tant que chef d'entreprise. Très bien. À utiliser votre TDAH comme une force et non comme une faiblesse. Et donc, hop, c'est ce que vous avez fait de toute façon, sinon j'aurais pas réussi jusqu'ici. Et elle m'a dit, heureusement d'ailleurs que vous aviez le HPI, sinon peut-être que vous en seriez par là. Mais d'en faire une force. Donc à chaque fois, je vais puiser dans ma boîte à outils que j'ai pu travailler avec elle.
Des fois, j'ai des tableaux. Des fois, je me lasse de cet outil-là. Je vais prendre un autre outil et je vais faire des post-it. Et voilà, bon, bref. J'ai une manière de travailler un peu spécifique, mais je crois que dans mon équipe, on est plusieurs en plus comme ça. Donc, ça va. Finalement, ça va bien. Donc voilà, tu en as fait une vraie force. Et merci aussi d'en parler parce que ce sont des sujets souvent qu'on aborde ou pas, ou alors on entend des choses, TDAH, HPI, c'est vrai que on en entend plus. Oui, c'est devenu un peu à la mode. Ok, enfin la mode, oui, parce qu'on met des mots dessus. Néanmoins, effectivement, c'est fatigant pour la personne qui le vit. C'est épuisant parfois, moralement. Pour les autres aussi. Et pour les autres aussi, oui. Et puis, tu as spondylarthrite qui vient aussi, oui. malheureusement, avec des temps humides, réveiller encore plus ton corps à des maux. Et ça, c'est vrai qu'il faut en tenir compte. Et donc, est-ce que c'est des sujets où, parfois, très clairement, tu souffres, tu as mal, tu le dis? Tu le verbalises ou tu gardes tout pour toi? Si tu as une réunion et là, tu as les douleurs articulaires qui se... Ça dépend avec qui, parce que malheureusement, les handicaps invisibles ne sont pas toujours compris. Y a des gens qui pensent qu'on se plaint parce qu'on a envie de se plaindre. Donc, je n'en parle qu'à des personnes qui savent ce que c'est, notamment des membres de mon équipe, qui savent que quand je dis « Écoute, là, aujourd'hui, j'ai besoin de faire une séance de kiné et je ne peux pas bosser de telle heure à telle heure, je reprendrai cette nuit parce que j'ai besoin de reposer », ils comprennent et ils savent que ce n'est pas parce que je n'ai pas envie, que c'est vraiment parce que la douleur, elle est présente. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis à mon compte aussi, c'est pour pouvoir aménager tout le corps médical autour à mon quotidien de travail. Donc, je travaille à 22h, 23h, à minuit, à 2h du matin, TDAH, à 3h, j'ai une idée. Voilà, point. Il faut la mettre sur le papier ou sur le mind mapping. C'est comme ça, et ça fonctionne très bien. Et comme je te dis, je me suis entourée de gens aussi. Je travaille avec des gens qui ont la même façon de penser, et de réfléchir, et qui ont parfois aussi des soucis ou des situations de handicap, parce que en fait, en soi, on n'est pas forcément obligé d'avoir un handicap enregistré à la MDPH. On peut avoir des situations de handicap. J'en ai rencontré quand j'allaitais, par exemple. Je pouvais me retrouver en situation de handicap parce que je devais tirer mon lait toutes les 2 heures. Et donc, je n'étais pas capable de suivre une formation toutes les 2 heures. Là, aujourd'hui, quand il y a des gens qui viennent en formation, que ce soit chez À Tout est Roi ou à l'Institut, s'ils ont besoin de tirer leur lait ou de se lever ou de... Ok, c'est à nous d'adapter un petit peu pour faire en sorte que la personne ne se retrouve pas bloquée et puisse faire sa formation. Dans mon équipe, il y en a qui ont envie de profiter de l'enfance de leurs enfants. Et ça peut, dans une entreprise classique, les handicaper, clairement. Alors qu'aujourd'hui, moi, ils sont tous très heureux parce qu'en fait, ils font les horaires qu'ils veulent. Joss, ils bossent la nuit, mais jamais le mercredi matin. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que pour les entreprises ou les entrepreneurs qu'on entend, qui nous écoutent, ou les managers, souvent, c'est vrai qu'aménager le temps pour ces personnes-là, on va dire, mais oui, mais ça fait partie d'eux, quoi. C'est productif et c'est antiproductif de garder le rythme classique que de plutôt s'adapter. Oui, complètement. Et de toute façon, une personne que l'on contraint à des horaires alors que ça la met en situation et en difficulté... Je ne parle pas de partir dans tous les excès non plus, mais ça la met en difficulté. Par exemple, je ne peux pas aller chez le médecin. Ça m'arrivait quand j'étais salariée, je ne peux pas aller chez le kiné parce qu'il faut que je sois à 9h au bureau. Du coup, je ne peux pas faire mes soins et du coup, je suis encore plus mal le lendemain, quoi. C'est complètement contre-productif. Alors, comment ton rôle de maman, parce qu'on a bien compris, tu es maman d'une petite fille de 5 ans, comment ton rôle de maman et d'entrepreneur influence ta vision du pouvoir au féminin? Et est-ce que tu as déconstruit certaines injonctions, justement, pour te donner le droit d'être pleinement toi? Auprès de ma fille, ouais, mais surtout, j'ai déconstruit plein de choses pour lui donner le droit d'être pleinement elle. Parce que moi, j'ai construit avec des parents qui n'avaient pas tout déconstruit, où il y avait des choses qu'on avait le droit de faire quand on était fille, des choses un peu moins. Voilà. Bon, j'avais quand même des parents très ouverts par rapport à d'autres, mais ma fille, elle a le droit de tout faire. Tout. Elle veut faire de la boxe, elle fait de la boxe. Elle veut faire entrepreneur, elle fait entrepreneur. Elle veut être chef cuistot. Là, elle adore l'émission La Pâtisserie, le meilleur boulanger de France. Mais si elle veut être boulanger, qu'elle fasse boulanger. Il n'y a pas de truc de fille ou de mec ou de machin ou de truc où tu n'as pas le droit, ou si, ou quoi, ou qu'est-ce, ou de sous-métier, ou j'en sais rien. Tu fais ce que tu as envie. Par contre, la seule règle, tu le fais à fond. À fond. Tu vas jusqu'au bout. À fond. Jusqu'au bout. Alors, quel message voudrais-tu faire passer aux jeunes femmes qui doutent, qui se sentent illégitimes
ou épuisées à force de devoir toujours prouver leur valeur? C'est de douter. Les femmes ont une capacité, ça y est, enfin on commence à parler de la charge mentale dans les ménages. Les femmes ont une capacité à mener tellement de choses de front. Imaginez ce qu'elles sont capables de faire dans une entreprise. Alors, qu'est-ce que toi, tu aurais aimé entendre à un moment clé de ta carrière? Qu'est-ce que j'aurais aimé entendre à un moment clé de ma carrière? Je l'ai entendu, en fait. Je l'ai entendu de mon mari. En fait, je cherchais toujours après mon Master 2, j'ai voulu faire un doctorat et j'ai voulu faire un autre Master en entrepreneuriat. Et à un moment donné, mon mari m'a dit « Mais pourquoi tu veux faire encore un truc en entrepreneuriat, une formation ?» Il me dit « Letty, tu crois que les mecs qui ont monté des chaînes de kebab, ils ont fait 12 ans d'études ? Non. Et pourtant, ils réussissent. Il faut avoir le sens du commerce, il faut se bouger, il faut y aller, et ça, tu sais le faire. » Il me dit « En plus, tu as fait des études avant, donc laisse tomber, tu peux monter ton entreprise. Pourquoi tu as besoin toujours de prouver ?» Et je me suis rendu compte que j'avais toujours besoin de prouver parce que j'étais une femme, je voulais rentrer dans un monde d'hommes et donc il fallait que je prouve par des diplômes, par des machins, par des trucs, etc. Et puis parce que dans mon passé de petite fille, c'était jamais assez. Donc voilà, il faut être belle et se taire. Là, il fallait. Là, j'avais besoin de montrer que j'étais capable de. Mais en fait, j'ai tout arrêté et j'ai fait comme il m'a dit. C'est génial. Alors pour toi, au niveau de tes talents, transmettre est un de tes leitmotivs, puisque c'est ton métier, et transmettre ton amour du terroir à ta fille, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'elle reconnaît le comté du Beaufort. Depuis l'âge, j'en suis très fière. J'en suis très fière depuis qu'elle a 4 mois. Tu lui tends 2 morceaux de fromage, un comté et un Beaufort, elle reconnaît toujours le Beaufort du comté. Ça, c'est incroyable. Alors, on va parler du sujet de la femme. Voilà. Aujourd'hui, Laetitia, quel est ton pourquoi le matin? Est-ce que c'est d'avoir des petits papillons dans le ventre? Est-ce que c'est d'avoir des petits papillons par rapport à mon métier? Tous les jours, ouais. Je veux me lever tous les jours en me disant... En fait, cette rage au ventre et ces petits papillons que j'ai eus en Chine, je me suis dit, c'est ça que tu veux. Tous les jours, tu veux te lever avec cette rage au ventre, avec ces papillons, en te disant, je sais pourquoi je me lève. Tous les jours, je me remets en question, est-ce que tu continues à avoir ce papillon-là? Des fois, ça m'arrive d'être sur des sujets, je me dis, j'ai l'impression de tourner comme un poisson rouge dans un bocal, quoi. Et ça fait 10 fois que je le fais. Il faut que je crée autre chose. Je me laisse libre cours de créer autre chose. Mais tu as cette capacité, de dire, bon, allez, 1 fois, 2 fois. Bon, la 3e fois, c'est bon, j'arrête et je passe à autre chose. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai un TDAH. Donc, autant te dire que la 3e fois, mon cerveau, il bug, il veut absolument pas le faire. Maintenant, je l'ai compris, j'ai fait la paix avec moi-même et je sais que maintenant, une fois que j'ai mis en place une chose, je vais travailler avec un collaborateur qui, lui, va pouvoir le gérer et le continuer. Et puis moi, je vais travailler à créer des nouvelles choses. Alors, les énergies, les rituels, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des fois, on a tous des petits rituels dans nos vies. Toi, c'est le matcha. Oui. C'est matcha lover. Ouais. On en était à 12 litres. Oui. J'ai une énorme consommation de matcha, évidemment, mais de tout l'été en général. J'en ai beaucoup. Là, depuis que tu es arrivée, j'en ai bu 3. Donc, ça fait 1,5 litre déjà. Parce que c'est comme tu l'as vu, c'était des grosses tasses. Voilà, je sais pas. C'est mon petit... ça m'apaise, en fait. Ça m'apaise. Et ça, encore une fois, c'est scientifique. Pour les personnes qui ont un TDAH, tout ce qui va être théine, caféine va les apaiser. D'accord. Et moi, ça me permet de poser mes idées. Voilà. Je prends note. Alors, ressourcement, le sport un peu et surtout la cuisine. Ah oui, ouais, la cuisine, ça me détend. Vraiment, parce que je suis concentrée sur les saveurs, évidemment, les odeurs, les bruits, parce que la cuisine... Tu fais appel au sens. Oh oui, toujours. Et la créativité aussi, le sens de l'organisation aussi, parce qu'en gérant un enfant, il faut être capable de faire une recette en 30 minutes, alors que normalement c'est 1 heure. Ouais, et surtout quand on travaille entre 70 et 90 heures par semaine. Oui, mais je prends toujours le temps de cuisiner. Toujours le temps de cuisiner. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. En soi, c'est pas grave si je me couche plus tard. Ma fille, elle dort. Si je suis sur l'ordinateur jusqu'à minuit, c'est pas grave. Par contre, j'ai pris le temps de cuisiner avec elle en plus. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Est-ce que tu as un secret de femme à partager? Un secret de femme
jamais se limiter. Jamais. Jamais croire qu'on n'est pas capable de, ou pas assez ci, ou pas assez ça. Faut toujours penser le plus. Alors des fois, c'est vrai qu'on arrive, on se dit « Ah, évidemment, j'arrivais pas ». Ça arrive, mais au moins, on aura tenté. Oui. Et je rajouterais quelque chose que tu m'avais dit aussi, c'est nous avons accouché, alors rien n'est plus compliqué. Oui, c'est clair. Je m'en rappelle encore. Alors dans le podcast, si Dionysos était une femme, moi j'aime à dire que femme dans l'univers du vin, elle marque notre époque. Alors avec ton expérience aujourd'hui, qu'ont-elles apporté à ce bel univers ? De l'innovation, je pense. On l'a vu, des innovations commerciales avec les veuves en Champagne. On l'a vu dans l'innovation aussi en viticulture, puisqu'elles ont dû s'adapter quand il y a eu la guerre. Je pense que les femmes ont apporté beaucoup d'innovation dans les goûts, dans plein de choses, la façon de voir les choses aussi. Et puis après, je pense qu'elles sont complémentaires aux hommes. Enfin, il n'y a pas de... J'aime pas d'ailleurs l'expression vin de femme. Il n'y a pas de marque féminine, c'est juste une façon de penser un petit peu parfois différente. Il y a des femmes comme moi j'aime les choses qui sont très tanniques. Voilà. Mais c'est juste de remettre en question les choses. Voilà, je pense que les femmes amènent ça, cette petite question de et si le client il aimerait plutôt ça, et si ça, et pourquoi on ne testerait pas ça ? Je pense qu'elles s'autorisent plus justement à essayer que les hommes peut-être. Qui seront peut-être un petit peu plus dans la tradition. Oui, bah nous, en fait, toute notre vie, c'est de nous adapter. Par rapport à tout, aux enfants, aux machins, aux trucs. On est tout le temps en train de s'adapter, donc je pense que c'est justement, on a cette capacité-là de tout le temps se poser des questions là-dessus. Je dis pas que les hommes l'ont pas, hein, évidemment. Il y a beaucoup d'hommes qui ont cette capacité d'adaptation, mais nous, ça fait partie de notre ADN, en fait. Question leadership. Pourquoi ? Pour toi, le leadership, c'est quoi ? Quelle définition tu donnes au leadership ? D'un bon leader ? Ouais. Un bon leader, pour moi, c'est quelqu'un qui sait écouter. C'est quelqu'un qui impose pas, c'est quelqu'un qui sait écouter. Je pense qu'un bon leader est quelqu'un qui sait s'entourer des bonnes personnes, écouter, prendre en compte tout ce qui l'entoure pour pouvoir se remettre en question et avancer. J'ai horreur des leaders qui s'imposent en tant que dirigeants, comme on voit aujourd'hui à la télé d'ailleurs. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Et qui imposent leurs propres idées. Non. Je pense qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui sait amener tout un groupe ensemble et ça passe par l'écoute. Est-ce que tu es une femme puissante, inspirante ou leader ou les trois ? Est-ce que je m'autorise à le penser déjà ? Ça, c'est une grande question. Je pense pas aujourd'hui. C'est un long chemin à faire, comme pour beaucoup, je pense. Mais j'espère arriver un jour à ça, effectivement. En tout cas, j'essaye. Voilà, j'essaye d'être quelqu'un, au moins qui inspire, au moins qui donne envie, en tout cas, d'aller plus loin et d'aller tester d'autres choses. Voilà. On va revenir à ton enfance. Tu es originaire de quelle région ? Du Roussillon. Du Roussillon. Oui, juste à côté de Perpignan. Voilà, juste à côté de Perpignan. Tu as passé toute ton enfance là-bas, ta jeunesse. Bon, après, tu es parti étudier, on a vu, en Irlande. C'est ça. Est-ce que le vin t'entourait, du coup, les vignes tout au moins t'entouraient ? Est-ce que tu as de la famille qui produisait du vin ou qui produit encore du vin ou pas du tout ? J'ai personne de ma famille qui produisait ou qui était un grand amateur de vin ou qui voilà. Par contre, on a toujours eu le plaisir de la bonne nourriture à la maison et ça s'accompagnait souvent de bouteilles de vin. Et j'avais toujours droit le dimanche à un petit peu de Banyuls avec un peu d'eau dans mon verre, j'avoue. La loi E20 va taper dessus, etc. sur la consommation des enfants. Mais non, j'ai grandi comme ça. Donc ça faisait partie. Puis j'étais entourée de vignes. Moi, il y avait des vignes partout autour de chez moi. On jouait dans les vignes, on faisait des cabanes dans les vignes. Voilà. Si tu avais un sujet bonus à explorer, si tu aimerais parler d'un sujet en particulier, ce serait lequel, là, auprès des auditeurs ? Un sujet bonus, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais je pense que le handicap, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit libérer la parole. Parce qu'en fait, quand on parle du handicap, c'est pas pour plaindre ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour dire, mais en fait,
il n'y a pas de limite. Arrêtez de vous limiter avec des étiquettes de ci ou de ça, ou de limiter les gens en leur disant « Ah oui, mais il ne peut pas faire ci ou il ne peut pas faire ça. » Si, s'il a envie, il peut. Tout à fait. Le message passe. Ouais. On va terminer par des notes légères sur ce podcast. J'aime bien dire que si Dionysos était une femme, quelle musique écouterait-elle ? Quelle musique écouterait-elle ? Red Red Wine de Bob Marley. Ah. C'était mon chanteur préféré. Non, j'ai toujours été une enfant un peu bizarre, moi. Et Bob Marley était mon chanteur préféré. Et cette chanson, Red Red Wine, c'était quelque chose que je chantais à toute tête quand j'avais 7-8 ans. Si Dionysos était une femme, quel vin boirait-elle ? Quel vin boirait-elle ? Un vin doux ou un rancio sec. Un rancio sec ? Ah, j'adore les rancios secs. Ouais, je suis vraiment une passionnée. D'ailleurs, il y a le domaine des schistes qui fait un rancio sec qui est juste incroyable. D'Anjou-Banessi aussi, qui fait des très très beaux rancios secs. Les rancios secs sont des vins très particuliers qui sont pas faciles à déguster non plus, mais par contre, pour ceux qui pénètrent les secrets des rancios secs, c'est un monde incroyable. Et alors, avec quoi tu dégustes, enfin, qu'est-ce que tu associes comme plat ou comme mets avec un rancio sec ? Avec un rancio sec, moi, je les apprécie avec des cigares. Je ne fume pas, mais ça m'arrive parfois d'avoir un cigare, effectivement, avec un rancio sec. Les rancios secs aussi avec des fromages. Ça, c'est excellent aussi. Quel type de fromage ? Ça dépend du rancio sec. Ça dépend du rancio sec, mais effectivement, on parlait tout à l'heure de Beaufort, par exemple, un peu affiné. On peut partir... sur des très vieux fromages ou pas forcément ? Pas forcément, non ? en fait. Pas forcément, parce que on a déjà ces arômes de noix ou de choses un petit peu évoluées, un petit peu rancio. Donc, au contraire, on va peut-être y apporter parfois un petit peu de légèreté, un peu de fruité, un petit peu de... Voilà. Donc, pas forcément quelque chose de très vieux. D'accord, très bien. Si Dionysos était une femme, quel livre lirait-elle ? Je pense que tout le monde devrait lire le journal d'Anne Frank. C'est le livre, je pense, qui m'a le plus marqué de toute ma vie. Je l'ai lu quand j'étais petite et je l'ai relu. Et je me suis dit, cette petite, mais enfin, je parle aussi de tous les gens, arriver à voir parfois la beauté dans des petites choses, alors que le quotidien était un calvaire. Hein. Mais on devrait tous être capables de faire ça. Et ça, c'est vraiment un livre qui m'a marqué. Ouais. Est-ce que tu as une belle personne à qui tu voudrais rendre hommage au micro du Si Dionysos était une femme ? Ma grand-mère. Ma grand-mère elle m'a élevée quand j'étais petite un petit peu. Ma grand-mère m'a toujours poussée en me disant « Mais toi, mais fais tout ». Ma grand-mère, elle a arrêté l'école, elle avait 9 ans pour travailler à la vigne, pour s'occuper de ses frères et sœurs. 14 frères et sœurs, ils habitaient vers Clermont-Lérault. Et justement, elle me dit « Mais toi, t'as fait des études, mais vas-y, mais fais, t'as aucune limite ». Et je pense que ça m'a poussée un petit peu aussi. Et donc, mamie. Bien sûr, ces belles paroles et cette belle dédicace. Merci beaucoup, Laetitia. Donc, Laetitia, si on veut retrouver toutes les informations, tu as donc les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Évidemment. Donc, c'est plutôt à tout terroir, à tout terroir, ou bien réseau social Laetitia wine. Si vous voulez voir mes photos de champignons et de fromage, c'est par là-bas. Donc, à tout terroir, de toute façon, on tape à tout terroir dans Google, sur Google, et on retrouve toutes tes coordonnées. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir de pouvoir échanger avec toi. Merci beaucoup. Merci. Mes invités sont des experts dans leur domaine. Les témoignages de femmes leaders sont des moyens pour chacun et chacune de nous élever dans nos parcours professionnels. Et ceux d'acteurs du changement constituent le moyen le plus efficace pour vous sensibiliser et vous engager vers des pratiques plus vertueuses. Alors merci de partager, de mettre des étoiles, de liker et même de commenter les épisodes du podcast. C'est grâce aux abonnés, aux 5 étoiles et pouces levés que Si Dionysos était une femme a sa raison d'exister. Je compte sur vous. À très vite pour de nouvelles écoutes.